Bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns à vous être connectés et à nous laisser des messages via le chat. Enchantée, bienvenue à tous pour ce webinaire des semaines de l'évolution pro. Je vais être rejointe très rapidement par ma collègue. Mais les semaines de l'évolution pro, alors peut-être que c'est votre premier webinaire aujourd'hui ou pas, parce qu'il y en a déjà eu quelques-uns depuis ce matin. Toujours est-il que pour vous donner un petit peu l'organisation, vous n'avez pas la possibilité d'activer vos micros, mais je vois que tout le monde a trouvé à peu près le chat. Vos questions, nous serons deux vos questions via le chat. Je me ferai garant de ce que vous dites. Je vois que vous m'entendez. Donc, le sujet du jour. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Pardon, j'ai un petit souci de connexion, donc peut-être qu'il va y avoir quelques décalages. Les semaines de l'évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous participez pour la... Ce sont 2 semaines. Il y a 100% gratuit. Pour un petit temps. Et peut-être que ça coupe. En tout cas, aujourd'hui, moi, c'est Marion Grégoire, donc je suis chargée de partenariat. Je vais vous présenter ma collègue Marguerite Wall, professionnelle. Alors, tant qu'elle nous rejoint, je vous présente un petit peu ce qu'on va se dire aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet du jour, caméra. Là, votre projet de formation. Alors, je suis désolée, je vois que dans le chat, vous me dites que c'est compliqué de m'entendre et je m'en excuse. Ah, donc, je le disais, petite intro. Aujourd'hui, on va parler financement. J'ai essayé de parler plus doucement pour que vous puissiez bien m'entendre. On va parler financement qui permettent de vous former. Et j'ai ma collègue qui me rejoint à l'instant. Marguerite, bonjour. Donc, différents dispositifs pour qu'on puisse se former. On va en voir et les dispositifs sont multiples. Du tout premier. J'essaye de faire quelques pauses pour que vous puissiez. Alors, j'espère que vous m'entendez mieux. Je me suis connectée, reconnectée. J'espère que vous m'entendez mieux. Dites-moi vraiment si vous m'entendez ou pas. Alors, j'ai coupé la caméra.
Est-ce que vous m'entendez mieux? Je vais essayer de continuer. Donc, premier dispositif qu'on va voir ensemble aujourd'hui, le compte personnel de formation. Le CPF, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce compte personnel de formation. Peut-être aussi que vous avez déjà utilisé votre compte personnel de formation. Toujours est-il que, pour le coup, on va refaire un point sur ce compte personnel de formation qui peut vous permettre donc de financer tout ou partie d'un projet de formation. Aujourd'hui, le compte personnel de formation, alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne très simplement. Normalement, vous n'avez rien à faire. Si vous travaillez, si vous êtes salarié de droit privé, puisque c'est le cas normalement autour de la caméra aujourd'hui, vous êtes salarié de droit privé, votre employeur, en fait, va déclarer que vous êtes salarié et de manière automatique, vous allez avoir 500 € qui vont être crédités par an sur votre compte personnel de formation. Ce compte personnel de formation, vous allez pouvoir l'utiliser pour différentes choses. Et j'ai ma collègue qui me rejoint. Bonjour Marguerite. Désolée, moi j'ai dû couper la caméra pour qu'on puisse mieux m'entendre, Marguerite. Bonjour à tous. Excusez-moi pour ce petit souci technique. Je vous propose effectivement d'accompagner Marion dans la présentation qui vient de commencer. Alors, dis-moi, Marion, vous en êtes? On était sur le compte personnel de formation, Marguerite, et j'étais vraiment sur les prémices en posant le fonctionnement des 500 € crédités tous les ans, sans que les personnes n'aient rien à faire, puisque de fait, c'est de par la déclaration de l'employeur que tout vient s'incrémenter donc sur le compte personnel de formation. Voilà, donc en effet, 500 € par an dans le cas classique, mais une possibilité de majoration de 300 € pour les personnes qui seraient concernées soit par une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, soit une absence de diplôme, ou finalement pour les personnes qui seraient faiblement qualifiées. Alors, ce qu'on va entendre comme effectivement faiblement qualifié, qui n'aurait pas atteint finalement un niveau 3, donc un niveau BEP, CAP. Voilà, donc pour ces personnes et celles qui disposent d'une RQTH, le compte CPF va s'alimenter donc de 800 € par an, dans la limite donc le plafond qui serait de 8 000 € dans ce cas de figure. Voilà, donc ce qu'il faut savoir aussi concernant le compte personnel de formation, c'est que quand vous décidez de le mobiliser pour une action de formation ou autre, il y aura de façon systématique un reste à charge à hauteur de 102 €. Voilà, donc ça fait partie des choses à prendre en considération. Alors concrètement, pour savoir là où on en est concernant son compteur sur le compte personnel de formation, il s'agit donc de se connecter à la plateforme moncompteformation.gouv.fr. Vous pourrez très rapidement prendre connaissance de votre solde. Vous pourrez aussi déclarer votre situation de handicap si c'est le cas, et vous serez invité à renseigner votre niveau de qualification. C'est toujours via cette plateforme que vous pourrez également prendre connaissance des offres de formation qui sont éligibles au CPF, ou encore procéder à l'achat d'actions de formation via cette même plateforme. Donc, gardez bien à l'esprit que dans toutes les étapes que je viens de vous présenter, vous pouvez être accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, que ce soit pour la création du compte, que ce soit pour l'analyse, l'exploration de l'offre possible via le CPF, ou encore l'achat à proprement parler d'une action de formation.
Voilà. On Donc, a il faut savoir que… Marguerite, dans le chat sur le compte personnel de formation, je me permets juste de préciser qu'effectivement, pour les personnes qui sont dans la fonction publique, le compte est crédité en heures et pas en euros, avec des possibilités de conversion. Des personnes qui nous posent la question de nous dire 500 € pour tout le monde. Non, c'est proratisé en fonction de votre temps de travail aussi sur l'année écoulée. Et dernière question, il y a des personnes qui sont RQTH, mais qui n'ont pas le bonus. Alors, pour information, si vous ne voyez pas apparaître ce bonus, comme Marguerite le disait, on vous invite à vous connecter sur votre compte CPF afin de pouvoir déclarer votre situation de handicap et bénéficier donc de ces 300 €, de cette majoration de 300 €. Pardon. Complément d'information aussi concernant ce CPF. Donc, les indépendants disposent eux aussi d'un compte personnel de formation. Les salariés, mais aussi les indépendants. Tout à fait. Et il n'est crédité, pour rebondir aussi sur des remarques, il n'est pas crédité si vous êtes demandeur d'emploi. C'est bien votre activité salariée, votre activité professionnelle qui vous permet de cumuler des droits au CPF. Vous pourrez l'utiliser sous un statut de demandeur d'emploi, mais vous n'allez pas cumuler de droits sur la période où vous êtes demandeur d'emploi. Donc, à noter aussi que vous avez la main sur votre compte personnel de formation. Le bénéficiaire, le titulaire du compte est le seul décisionnaire de l'utilisation qui en est faite, avec toujours, bien sûr, cette possibilité d'être accompagné pour en faire une utilisation la plus adaptée, la plus judicieuse par rapport au projet. Alors, je vous propose qu'on regarde ensemble ce qu'on peut concrètement envisager de mettre en place via le compte personnel de formation. Oui, je crois, Marguerite, effectivement que le document est figé à l'écran. Le document est figé, d'accord. Désolée pour les petits soucis de connexion. Alors, je vais vous faire un petit peu l'état donc de ce qu'on peut finalement financer via le compte personnel de formation. Ah, voilà, je pense qu'on est arrivé sur la bonne page. Donc, on peut envisager, par exemple, le financement d'actions de formation qui seraient certifiantes, qui seraient qualifiantes. Donc, des actions de formation qui seraient enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou encore au répertoire spécifique. Donc, des formations qui seraient reconnues, des diplômes reconnus par l'État. On va prendre un exemple. Si je veux, par exemple, m'orienter dans le domaine de la petite enfance et que j'envisage de suivre un CAP, accompagnement éducatif en petite enfance, je vais retrouver ce type de proposition, de formation sur mon compte personnel de formation. On va aussi trouver comme proposition sur le compte CPF des formations qui mènent à la validation de blocs de compétences. C'est-à-dire que là, l'objectif n'est pas de valider un diplôme, mais bien d'aller chercher des compétences en lien avec un bloc de compétences qui serait lui-même un bloc rattaché à un diplôme. Ça s'adresse à des personnes qui viennent vraiment chercher un parcours très spécifique autour de blocs de compétences. On peut également financer via son compte personnel de formation un bilan de compétences, donc qui va être un moyen pour être accompagné dans la définition de son projet professionnel, ou encore financer de la formation visant l'accès au CLEA. Donc le CLEA, qui est un diplôme qui permet d'attester de savoirs de base, alors en français, en mathématiques, dans le numérique, qui est un diplôme qui favorise finalement l'employabilité ou encore
l'accès, hein, ça peut être une clé d'accès à des formations qualifiantes. Donc voilà, ça peut être vu finalement en quelque sorte comme une préparation ou encore une remise à niveau. On peut financer ce type d'action via son CPF. On pourrait aussi, si le projet est d'aller vers une activité indépendante, la création d'une entreprise, trouver sur le CPF tout un ensemble d'actions qui visent la préparation effectivement à ce type de projet. Ou encore des formations Marguerite, apparemment, tu as des petits problèmes de son, mais on te voit à l'écran. Alors, j'ai eu un petit problème de connexion. Est-ce que on t'entend, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, on te voit. Bon, parfait. Alors, je vous propose qu'on mette le focus maintenant sur les abondements qui peuvent s'envisager concernant le compte personnel de formation. Il y a donc en effet les droits que l'on acquiert d'année en année dans le cadre de son activité professionnelle, mais ce CPF, ce compte CPF peut venir aussi être abondé dans différents cas spécifiques qu'on va repérer ensemble. Alors, le premier abondement qui est intéressant à connaître, c'est celui qui concerne le compte professionnel de prévention. Donc, il s'agit ici d'un compte qui s'adresse aux professionnels, aux salariés qui sont en activité sur des métiers reconnus comme pénibles, avec une pénibilité qui peut s'expliquer par exemple par du travail posté, du travail de nuit, du travail répétitif, le travail dans le bruit, dans des températures extrêmes ou encore dans un milieu hyperbare. Alors, la reconnaissance de cette pénibilité, effectivement, passe par l'alimentation d'un compte professionnel de prévention qui va permettre effectivement de compléter le compte personnel de formation. Donc, ce compte, il s'alimente en points et chaque point dont vous disposez sur votre compte professionnel de prévention équivaut à 500 €. Voilà, premier abondement possible pour les personnes qui sont donc sur certaines activités professionnelles reconnues pénibles. Deuxième abondement à repérer, c'est celui qui concerne l'abondement spécifique aux accidents de travail ou encore aux maladies professionnelles. Donc celui-ci, il va s'adresser spécifiquement à des personnes qui seraient concernées donc, par l'accident de travail ou la maladie professionnelle et qui auraient donc un taux d'invalidité supérieur ou égal à 10%. Dans cette hypothèse, des droits supplémentaires sont possibles dans le cadre du CPF à hauteur de 7 500 € maximum, qui peuvent être utilisés en une ou plusieurs fois pour une action ou plusieurs actions. Autre abondement à connaître, c'est celui qui concerne le compte d'engagement citoyen, le CEC, qui lui va s'adresser à des personnes qui vont avoir une activité bénévole, qui vont être impliquées par exemple dans l'administration d'une association, dans l'encadrement d'autres bénévoles dans une association, ou encore des personnes qui seraient sur des missions de volontariat ou qui auraient une fonction de maître d'apprentissage. Donc, dans ces cas de figure, on peut bénéficier d'un abondement
sur effectivement le CPF qui correspondrait à 240 € par an maximum, avec un plafond qui est fixé à 720 €. Voilà, donc ça vient s'ajouter aux droits acquis au CPF en lien avec l'activité professionnelle. Dernier abondement utile à connaître, c'est celui qui renvoie à l'abondement possible par l'employeur ou encore par l'OPCO, l'opérateur de compétences. Alors là, il va y avoir plusieurs cas de figure. Le premier qu'on peut repérer, c'est celui qui est en lien avec la dotation volontaire. Alors, la dotation volontaire renvoie à la démarche d'un employeur qui viendrait doter ses collaborateurs sur leur compte personnel de formation d'une certaine somme pour venir les inciter finalement à s'engager dans de la formation, les inciter à se former. Voilà, donc un salarié qui aurait un projet de formation et qui aurait un CPF finalement insuffisant pour financer l'action en question pourrait bénéficier de ce type de dotation. Il peut y avoir également un autre type d'abondement qui serait l'abondement correctif. Alors, l'abondement correctif, lui, il vient plutôt effectivement corriger, compenser l'absence de respect d'une obligation réglementaire de l'employeur de proposer à son salarié un entretien professionnel tous les 2 ans. Voilà, donc dans l'hypothèse où cette obligation n'avait pas été respectée, alors l'employeur peut se voir effectivement positionné dans une démarche de compensation avec le versement donc d'un abondement correctif à hauteur de 3 000 €, voilà, qui arriverait sur le compte CPF de son collaborateur. Dernier cas de figure, on peut noter également l'abondement volontaire, qui lui va être vraiment lié à un dossier de formation, un projet de formation très clairement identifié. Donc cet abondement, il peut être soit, lié au bénéficiaire du CPF lui-même, au salarié qui va décider de financer le reliquat de son parcours de formation. Donc, il peut effectivement compléter le montant de ses droits au CPF avec un financement sur ses fonds propres par carte bancaire via le CPF. Il peut y avoir également des abondements proposés par l'État, par la région, par les opérateurs de compétences, par les branches professionnelles, qui seraient donc des abondements en lien avec des actions de formation bien ciblées, bien identifiées. Donc effectivement, sous réserve de remplir les conditions, le bénéficiaire du compte CPF, le titulaire du CPF, se voit attribuer un abondement parce qu'il vise tel parcours de formation clairement identifié. Cet abondement peut être aussi, quand on a le statut de demandeur d'emploi, être versé par France Travail. Voilà un petit peu les différents cas de figure, ou encore versé effectivement directement par l'employeur. Donc là, on est dans de l'abondement volontaire. Alors, Marion, est-ce qu'on a des questions sur le compte CPF, ou est-ce qu'on… Beaucoup de questions sur le compte CPF, mais je propose malheureusement d'avancer sur les abondements et toutes les questions individuelles auxquelles on ne peut répondre sur ce temps collectif. Je propose d'avancer peut-être sur le dispositif suivant et inviter les personnes éventuellement à prendre contact soit avec leur conseiller CPF, soit CEP, pour faire le point par rapport à des questions d'abondement potentiels en fonction des projets et situations des uns et des autres. Alors, je vous propose qu'on s'intéresse maintenant donc à un second dispositif qui est le projet de transition professionnelle, le dispositif PTP. Alors, ce dispositif, il s'adresse
donc à des personnes qui envisagent la reconversion professionnelle et qui auraient besoin, dans cet objectif, de passer par une étape de formation. Alors concrètement, ça s'adresse à des salariés, quel que soit leur type de contrat. On peut mobiliser le dispositif PTP quand on est en CDI, quand on est en CDD, quand on est intérimaire, mais aussi quand on est intermittent du spectacle. Alors à chaque fois, avec des conditions d'ancienneté bien spécifiques qu'on peut bien sûr vous aider à vérifier dans le cadre d'un accompagnement CEP. Donc l'objectif, on l'a dit, est bien de changer de métier, de profession. Et pour ça, on va avoir besoin d'une étape de formation qui doit nécessairement, quand on mobilise le dispositif PTP, être une formation qui mène à un diplôme enregistré au RNCP ou encore au RS, donc qu'on évoquait tout à l'heure. On peut, avec ce dispositif, envisager donc une formation qui mène à un diplôme ou bien se concentrer sur un bloc de compétences qui serait donc un morceau finalement du diplôme. Ce dispositif, il peut être mis en place soit sur le temps de travail ou en dehors du temps de travail, sur le temps personnel du salarié. Il suppose le montage d'un dossier qui, effectivement, est à déposer chez Transition Professionnelle. Donc, ce dossier, il est composé de 3 volets. Un premier volet qui concerne donc le bénéficiaire, le salarié qui demande le financement pour son projet. Et ce volet, il va être l'occasion pour le salarié de s'expliquer d'une part sur la cohérence de son projet professionnel. Qu'est-ce que finalement j'ai fait, j'ai mis en place pour m'assurer de la cohérence de mon projet, m'assurer que je pars dans la bonne direction. Il aura aussi l'occasion de s'expliquer sur la pertinence de son projet. Est-ce que j'ai pris le temps de comparer finalement les différentes actions de formation possibles en lien avec mon projet professionnel? Est-ce que j'ai eu l'occasion de comparer peut-être plusieurs offres de formation pour faire un choix éclairé? Et ce dossier, il est aussi l'occasion de mettre en évidence des perspectives d'emploi, de démontrer le potentiel post-formation. Voilà ce qui est attendu concernant le volet bénéficiaire de ce dossier. Ce dossier prévoit aussi la complétude d'un volet par le centre de formation qui serait retenu par le salarié et enfin la complétude d'un 3e volet à compléter par l'employeur. Voilà. Donc, ce que propose ce dispositif, c'est la possibilité de prendre un congé formation qui doit être accordé par l'employeur avec cette possibilité d'être pris en charge donc, sur la rémunération par le financeur Transition Professionnelle. Donc, Transition Professionnelle prend en charge la rémunération du salarié en formation, prend en charge par ailleurs les frais pédagogiques sous réserve que le parcours de formation n'excède pas une durée d'1 an ou encore 1200 heures. Voilà, donc c'est finalement 1 an en continu maximum, ou bien si la formation effectivement s'étale sur plus d'1 an, sur 2 ans par exemple, et qu'elle se déroule à raison d'1 semaine par mois, c'est toujours possible si la volumétrie totale n'excède pas 1200 heures. Autre prise en charge possible par transition professionnelle, il s'agira donc de la participation aux frais annexes, notamment des frais de mobilité si l'accès à la formation amenait des frais supplémentaires. Voilà, donc dans le cas de figure de la formation sur le temps de travail, ce sont ces 3 possibilités de prise en charge. Dans le cas de figure d'une formation qui se déroulerait hors temps de travail, alors la transition professionnelle va prendre en charge les coûts pédagogiques.
Donc, si la formation se fait hors temps de travail, effectivement, hein, ça peut être par exemple des formations sur des cours du soir, par exemple, ou encore des parcours en e-learning qui peuvent parfois permettre plus facilement cette possibilité de se former hors temps de travail. Alors, à noter que le PTP est un droit de salarié. Et donc, à ce titre, hein, l'employeur ne peut pas refuser une demande de PTP qui serait formulée par son salarié. En revanche, il a la possibilité de repousser la date de départ de son collaborateur, et ce, une seule fois. Hein, ce qui reviendrait à cibler pour le salarié une nouvelle date de session de formation qui arriverait dans un maximum de 9 mois. Voilà. À noter aussi que dans l'hypothèse où vous bénéficiez d'un accord de prise en charge de transition professionnelle pour votre projet de formation, votre compte personnel de formation revient à zéro. On peut mobiliser un dispositif PTP avec un CPF qui est déjà à zéro ou qui serait au plafond. On aurait les mêmes chances d'obtention d'un financement hein, de la part de transition professionnelle, mais bien noter que en cas d'accord de financement, le CPF reviendrait à zéro. À noter aussi que le dispositif PTP peut être complété finalement d'une enveloppe spécifique, d'un fonds spécifique appelé le FIPU, hein, le Fonds d'investissement de l'usure professionnelle. C'est une enveloppe qui peut permettre voilà, de compléter finalement le financement des projets de formation pour des personnes qui exerceraient des métiers pour lesquels un risque ergonomique est repéré. Un risque ergonomique, ça peut être par exemple voilà, des postures pénibles, du port de charges lourdes, des activités qui exposent à des vibrations mécaniques. Voilà, aujourd'hui, il y a une reconnaissance de ces risques ergonomiques qui amènent hein, potentiellement des troubles musculo-squelettiques. Et voilà, dans l'hypothèse où le salarié qui fait sa demande de PTP exerce aujourd'hui un métier qui expose à ce genre de risque, il pourrait y avoir voilà, cette mobilisation de fonds spécifiques. Par exemple, une auxiliaire de vie hein, qui porterait beaucoup, qui aurait des postures pénibles, un cuisinier, voilà, qui de la même façon serait exposé. Alors, pour récapituler, je vous propose qu'on fasse finalement le récap des étapes et des marches qui seraient à prévoir dans l'hypothèse où l'option de mobiliser le PTP était retenue. Alors, la première chose à repérer, c'est effectivement l'intérêt de prendre le plus tôt possible contact avec un conseiller en évolution professionnelle qui sera en mesure effectivement de vous présenter le dispositif, de le comparer peut-être à d'autres options pour vous permettre de vous assurer que vous choisissez le bon dispositif par rapport à votre situation. Le CEP, il va aussi être là pour finalement vous accompagner dans le travail du projet. Donc, la vérification de la faisabilité, notamment, donc de la cohérence, hein, de l'orientation vers ce métier en particulier. Donc, on peut vous accompagner voilà, via de l'accès à de l'information, de l'organisation de stages pour confirmer le projet, des enquêtes métiers auprès de professionnels, hein, s'assurer qu'on a une représentation du métier qui soit la plus juste possible. Donc, commencer voilà, à confirmer la pertinence de son projet et être accompagné aussi donc dans son choix de formation. Hein, aller vers le parcours qui serait le plus adapté à son projet professionnel et à sa situation. Donc, à partir du moment où le projet est confirmé, stabilisé, il s'agira donc d'enclencher
une demande d'autorisation d'absence à son employeur pour le congé formation qui est donc sollicité, sachant que pour cette démarche, il s'agira de respecter le délai de 120 jours avant le début de la formation, avant le début de la session. L'employeur qui réceptionne votre demande de congé formation, alors idéalement en recommandé avec accusé de réception ou une demande que vous faites en main propre avec accusé de réception également, l'employeur va être amené à vous faire un retour dans le mois qui suit. L'employeur a 1 mois pour vous faire un retour sur « j'accorde le congé » ou effectivement je le refuse, et auquel cas le salarié peut solliciter à nouveau son employeur sur une nouvelle date de session. Donc, dans l'hypothèse où l'employeur donne son accord, il s'agira ensuite de créer son compte sur la plateforme de transition professionnelle de votre région. Donc, la démarche, effectivement, se fait en ligne sur la plateforme de Transition Pro. On crée un compte personnel et on va pouvoir ensuite entamer le montage d'un dossier, toujours en ligne, qui devra être déposé au plus tard 3 mois avant le début de la formation. Donc, dossier, comme on le précisait, qui va impliquer le salarié qui fait la demande, le centre de formation qui va former le salarié et l'employeur du salarié. Le dossier, une fois déposé, est ensuite présenté en commission, donc en commission CPIR, qui est donc organisée par Transition Professionnelle. Transition Professionnelle fera un retour dans les 48 heures sur effectivement l'accord ou non de financement pour le projet dont il est question. À partir de là, 2 cas de figure. Si Transition Professionnelle accorde le financement au titre du PTP, alors le salarié pourra partir donc en formation dans le cadre du congé qui lui a été accordé, pourra suivre le parcours de formation avec effectivement cette prise en charge de transition professionnelle. En cas de refus de financement, alors un recours gracieux est toujours possible dans les 2 mois qui suivent le retour de transition professionnelle. Alors, je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à un autre dispositif, lui aussi porté par Transition Professionnelle, qui est donc le dispositif démissionnaire. Alors, le dispositif démissionnaire, il a été pensé pour permettre à des salariés qui envisagent soit une reconversion professionnelle, soit une création d'entreprise ou une reprise d'entreprise, pensé pour leur permettre effectivement de quitter leur emploi tout en accédant à l'indemnisation de France Travail. Donc finalement, ce dispositif, il a vraiment vocation à sécuriser la transition en permettant effectivement cette sécurité financière. Voilà, donc soit pour se former, et là pour le coup, se former dans l'objectif d'une reconversion. Je suis menuisier, je veux devenir cuisinier. Voilà, on va changer de métier. Soit pour augmenter son employabilité. Je suis développeur en informatique et j'ai besoin finalement d'aller chercher des nouvelles compétences, j'ai besoin de maîtriser de nouveaux langages, j'ai besoin d'étoffer mes compétences dans mon domaine pour augmenter mon employabilité et atteindre finalement les postes auxquels j'aspire. Ça peut aussi s'entendre dans le cadre de ce dispositif. Donc, soit pour se former, soit pour créer ou reprendre une entreprise. Alors, à noter que ce dispositif, ce qu'il permet, c'est donc bien l'accès à l'indemnisation de France Travail. Il ne prévoit pas le financement du parcours de formation qui serait associé à ce projet. À noter aussi, bien sûr, que
en passant par ce dispositif, on change de statut. Donc, il faut être salarié en CDI au moment où on fait la demande. Et si le dispositif aboutit, on deviendra donc demandeur d'emploi et on engagera son projet sous un statut de demandeur d'emploi indemnisé. Alors, vigilance surtout à ne pas précipiter les démarches. Quand on s'intéresse à cette option de la démission reconversion, il va être vraiment très important de prendre contact rapidement avec son conseiller en évolution professionnelle, et de ne pas procéder à une démission trop rapide qui pourrait parfois mettre à mal finalement cette option de mobiliser le dispositif. Finalement, ne surtout pas avoir démissionné avant de prendre contact avec son CEP. Et enfin, bien noter également que ce dispositif s'adresse à des personnes qui ont un projet, soit un projet de création, soit un projet de formation. C'est bien un projet, ça ne peut plus être mobilisé, utilisé pour une personne qui aurait déjà créé son entreprise. Voilà, on a avancé dans ces démarches, l'immatriculation est faite. Voilà, on n'est plus sur un projet, l'entreprise est déjà créée, ce n'est plus possible de mobiliser le dispositif. Tout comme une personne qui aurait déjà entamé son parcours de formation, qui serait déjà inscrite et aurait déjà débuté une action de formation, ne serait plus en mesure de mobiliser ce dispositif. Donc voilà pour les quelques points de vigilance à avoir à l'esprit. Alors, pour mobiliser ce dispositif, la première chose dont il faut s'assurer, c'est tout d'abord donc d'y être bien éligible. Et pour ça, vous pourrez bien sûr être accompagné dans le cadre du CEP pour vous en assurer. Alors, pour être éligible, concrètement, plusieurs choses à vérifier. Tout d'abord, le statut. Donc, la démission reconversion est possible pour les salariés du secteur privé. Deuxième critère à repérer, c'est le contrat de travail qui doit donc être un CDI, quel que soit le temps de travail. Je précise par ailleurs qu'il faut que la période d'essai ne soit plus d'actualité, qu'elle ait été finalisée. On ne peut pas mobiliser le dispositif démissionnaire quand on est encore en période d'essai. Autre critère qui est très important à vérifier, c'est celui qui concerne votre activité dans les 5 dernières années. Pour être éligible, il faut justifier de 5 années d'activité en continu, soit avoir travaillé 1300 jours au cours des 60 derniers mois. Voilà. Donc ça va être vraiment important. C'est ce qui permet l'accès à un financement de France Travail, à une indemnisation de France Travail. À noter que si dans les 5 dernières années, on a travaillé auprès de différentes entreprises, ce n'est pas du tout un problème. On pourrait aussi avoir eu des contrats différents, avoir enchaîné de l'intérim, du CDD, du CDI, sans que ça ne pose problème. Ce qui pose problème, c'est vraiment l'interruption. Alors, l'interruption, concrètement, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un congé sabbatique. Le congé sabbatique ne permet plus l'éligibilité au dispositif. Les congés sans solde en quantité. Donc, une personne qui aurait posé plus de 30 jours de congés sans solde, on considérerait qu'il y a bien une interruption. Ou encore une personne qui aurait eu des périodes d'inactivité pendant les 5 dernières années. Le cas de figure qu'on pourrait rencontrer, c'est par exemple un salarié qui décide de changer d'entreprise, qui a un battement entre le moment où il quitte son entreprise et le moment où il démarre son nouveau contrat. Voilà, ce battement crée une interruption. En revanche, il est à noter que le congé maternité, le congé parental ou encore un arrêt maladie ne sera pas considéré comme une interruption. Donc là, ça ne fait pas obstacle. Alors, le dernier critère
qui va être donc déterminant pour aboutir dans une démarche de démission-reconversion, c'est de pouvoir donc présenter un projet réel et sérieux. Donc un projet sérieux, c'est-à-dire un projet réfléchi, mûri, qui a bien été évalué en termes de faisabilité, qui est cohérent et sur lequel on peut donc s'expliquer dans le cadre de son dossier, de sa demande. Le volet réel du projet, il renvoie, lui, plus au fait que, bien sûr, si la démarche de démission-reconversion est mise en place et donner lieu à l'accès à l'indemnisation de France Travail, une vérification de la part de France Travail aurait lieu pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de ce qui aurait été décidé au départ dans le cadre de cette démarche. Voilà, donc cette idée qui est vraiment plusieurs critères cumulatifs pour être éligible au dispositif. Je vous propose que, de nouveau, on fasse un récap ensemble des démarches, des étapes nécessaires pour la mobilisation donc, du dispositif démissionnaire. Donc, première étape, incontournable, indispensable, c'est la prise de contact avec le conseiller en évolution professionnelle. Donc, c'est requis pour pouvoir mener une démarche de démission-reconversion. Avant, bien sûr, donc on l'évoquait tout à l'heure, avant d'avoir démissionné. Donc, le plus tôt possible, vous serez donc d'abord accompagné pour vérifier que vous êtes bien éligible et accompagné dans le montage du dossier qui serait donc le dossier qui mettrait en avant votre projet réel et sérieux, ce sur quoi vous serez donc bien sûr accompagné également dans le cadre du CEP. Le dossier, une fois finalisé et déposé, chez Transition Professionnelle. Donc, de nouveau, il s'agit d'un dossier 100% dématérialisé que l'on dépose donc sur la plateforme Transition Professionnelle de la région dont on est concerné. Donc, de nouveau, nécessité de commencer par la création d'un compte personnel sur cette plateforme et la possibilité ensuite de monter son dossier en ligne et d'y déposer l'ensemble des pièces qui permettront à la commission d'évaluer le caractère réel et sérieux de votre projet. Ce dossier, une fois déposé, il sera présenté en commission, donc en commission chez Transition Professionnelle, et Transition Pro fera donc un retour au salarié qui a fait cette demande sur le caractère réel et sérieux qui serait reconnu ou pas par la commission. Donc, dans l'hypothèse où le caractère réel et sérieux est reconnu, il pourrait être donc possible pour le salarié d'acter sa démission. À partir du moment où la démission est déclarée auprès de l'entreprise, s'enclenche le préavis, alors qui va être d'une durée variable, en fonction du contrat de travail que l'on a, en fonction du poste que l'on occupe, qui peut être variable aussi par rapport à l'ancienneté qu'on peut avoir dans son entreprise. Donc, le préavis se met en place et à l'issue du préavis, le salarié va pouvoir s'inscrire chez France Travail et devenir demandeur d'emploi indemnisé. Donc, à noter qu'entre le moment où Transition Professionnelle acte le caractère réel et sérieux du projet et reconnaît donc cette possibilité d'aller au bout d'une démarche de démission-reconversion, et le moment où il faut être inscrit chez France Travail, un battement de 6 mois est possible. Donc, il y a cette petite marge de manœuvre qui est proposée. Une fois inscrit chez France Travail, le salarié va donc soit pouvoir entamer sa formation, soit pouvoir créer son entreprise ou encore concrétiser la reprise de l'entreprise qui était visée. Et France Travail va commencer à demander des preuves effectivement du lancement du projet 6 mois
après l'inscription, en tant que demandeur d'emploi. Voilà donc pour le process concernant la démission reconversion. Je vous propose qu'on mette maintenant le focus sur un autre dispositif, le dispositif transition collective. Alors, le dispositif transition collective, qui lui est un dispositif de financement de la formation qui concerne les entreprises qui connaissent des mutations sectorielles, qui font face à une baisse d'activité durable. Les entreprises, effectivement, qui sont face à des mutations économiques qui seraient liées à de la transition écologique, numérique. Voilà. Donc, c'est ces entreprises qui rencontrent un certain nombre de difficultés qui pourraient relever du dispositif transition collective. Donc, il s'agit bien de noter qu'ici, c'est l'initiative de l'entreprise, l'initiative de l'employeur de s'engager dans une démarche de transco. Et c'est bien quand l'entreprise effectivement est rentrée dans le dispositif transco que ça ouvre cette possibilité pour les salariés de l'entreprise qui sont spécifiquement concernés par ces mutations. Ça leur ouvre cette possibilité d'accès à un financement pour se former à un métier qui serait un métier porteur au local. S'agissant des conditions, pour accéder à un financement transco, on va être à peu près sur les mêmes conditions que le dispositif PTP. Ça concerne toujours les salariés comme les intérimaires, donc à l'exception cette fois des intermittents du spectacle. Il s'agit bien aussi de comprendre ici que c'est une démarche volontaire. L'entreprise, à l'initiative de l'employeur, rentre dans le transco, mais c'est sur la base du volontariat que les salariés ciblés par les métiers impactés par les mutations vont venir solliciter ce type de dispositif et l'accès à une formation financée. Donc, on peut, avec le dispositif transco, viser une formation certifiante, avec toujours le repérage, la vérification autour d'une formation qui mène bien à un diplôme enregistré au RNCP, au répertoire spécifique. On peut aussi financer par ce dispositif des blocs de compétences ou encore une validation des acquis de l'expérience. À noter qu'en termes de durée de prise en charge, on peut ici aller jusqu'à 24 mois, donc 2 ans de formation, 2400 heures pour se former sur un métier qui donc est porteur. Transition professionnelle, dans le cadre du dispositif transco, va prendre en charge les frais pédagogiques, éventuellement les frais annexes, on parlait tout à l'heure, les frais qui seraient liés à des frais de déplacement, par exemple. Et également la rémunération du salarié, alors soit de manière complète, soit partiellement, avec effectivement une répartition qui s'organise entre le financeur Transition Pro et l'entreprise. Alors, il s'agit ici de prendre aussi contact dans le cas d'un souhait de mobilisation du transco, de prendre contact rapidement avec un conseiller en évolution professionnelle qui va vous permettre de pouvoir être accompagné dans le cadre de la définition de votre projet et vous permettre effectivement la mobilisation du dispositif. De la même façon, je vous propose qu'on fasse le récap des démarches à prévoir pour la mobilisation de ce dispositif. Alors, ça commencera, on l'a dit, par une démarche à l'initiative de l'employeur qui sera amené à formaliser un accord transco.
Donc ça, c'est la première étape. À partir du moment où l'entreprise est rentrée dans le Transco, les salariés qui souhaitent mobiliser le dispositif seront invités à se rapprocher du conseiller en évolution professionnelle pour travailler leur projet, élaborer le projet de reconversion vers un métier porteur. Bien sûr, ensuite, réfléchir aux actions de formation qui seraient les plus adaptées et élaborer un plan de formation le plus adéquat possible. Ça mène au montage ensuite d'une demande de financement, donc au montage d'un dossier qui est déposé chez Transition Professionnelle. La demande est étudiée dans le cadre d'une commission organisée par Transition Professionnelle. En cas d'accord, alors le salarié, effectivement, part en formation et post-formation, il va soit aller vers la reconversion sur le métier porteur sur lequel il s'est formé, ou encore réintégrer son poste de travail ou un poste équivalent. Voilà ce qu'on pouvait repérer concernant le dispositif Transco. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à une autre option de financement quand on est salarié et qu'on est en recherche finalement d'une stratégie pour financer le parcours de formation visé. Un autre moyen peut être le plan de développement des compétences. Alors, le plan de développement des compétences, c'est vraiment un outil de l'employeur, un outil de votre employeur pour le développement des compétences de ses collaborateurs. Donc, c'est vraiment un outil très stratégique de l'entreprise qui va être utilisé pour permettre effectivement l'adaptation aux évolutions du métier, aux besoins de l'entreprise. Donc, ça concerne vraiment toutes les entreprises et tous les salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit le contrat de travail du salarié. Et donc, le plan de développement des compétences, il renvoie finalement à l'ensemble des actions mises en place par l'entreprise pour répondre à ses besoins. Voilà, donc il s'agit aussi de noter que l'entreprise, dans le cadre de ce plan de développement des compétences, doit consulter les représentants du personnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut finalement financer via le plan de développement des compétences? Alors, dans ce plan, il peut y avoir tout d'abord des formations qui seraient des formations obligatoires. Par exemple, le domaine d'activité suppose que les collaborateurs disposent des habilitations électriques. Voilà, c'est une obligation, c'est réglementaire. Donc, le plan de développement de compétences peut proposer ce type d'action. Il peut y avoir aussi des actions qui seraient non obligatoires, mais qui viseraient effectivement la montée en compétences. Il peut y avoir également dans ce plan la possibilité de financer un bilan de compétences, un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, ou encore des actions comme le CLEA ou des actions qui visent la lutte contre l'illettrisme. Voilà, donc ça, on peut trouver ce genre d'action dans le plan de développement des compétences. On peut aussi, dans ce plan, trouver finalement différentes modalités de formation. On peut se former de différentes manières, notamment via ce qu'on appelle de l'AFEST, donc de la formation en situation de travail, où là, on va être vraiment formé sur le terrain, dans l'entreprise. Il peut s'agir d'actions de formation qui seraient proposées en présentiel, en distanciel. Ça peut être aussi des actions de formation qui seraient proposées à l'externe par un centre de formation. Et ça peut avoir lieu sur le temps de travail ou encore hors temps de travail, avec bien sûr, dans cette hypothèse, un accord du salarié. Donc, à noter que le collaborateur qui suit une action de formation dans le cadre du plan de développement des compétences, il va conserver bien sûr son statut, conserver sa rémunération et sa protection sociale. Voilà.
Sur le plan du financement, les entreprises qui sont des petites entreprises, celles qui ont moins de 50 salariés, ont la possibilité de bénéficier d'un financement de ce plan par le biais de l'opérateur de compétences, l'OPCO, auquel elles adhèrent. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant le plan de développement des compétences. Je vous propose qu'on aborde maintenant un autre moyen de formation qui est la ProA, la promotion par l'alternance. Alors, la ProA, c'est un dispositif qui est vraiment pensé pour évoluer dans un domaine professionnel. Le public qui est visé par ce dispositif, ça va être les salariés en CDI, les salariés en contrat unique d'insertion qui seraient en CDI, ou encore des sportifs, entraîneurs professionnels en CDD. À noter que ce qui va être important à vérifier, c'est le niveau de formation. On peut envisager le dispositif ProA à condition d'avoir un niveau de formation qui n'excède pas le niveau licence. Qu'est-ce qu'on peut finalement envisager comme action de formation via ce dispositif? Ça peut être un diplôme, un titre professionnel, enregistré au RNCP toujours. On peut noter aussi l'option de valider un CQP, un certificat de qualification professionnelle, ou encore une qualification qui serait reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche. Voilà tout ce qu'on peut envisager. Alors, le dispositif, d'une manière générale, il prévoit la possibilité d'engager un parcours qui serait compris entre 6 à 12 mois, mais avec tout de même des cas de figure un peu particuliers, spécifiques, qui permettent d'élargir cette durée. Voilà, donc c'est l'OPCO, l'opérateur de compétences de l'entreprise, effectivement, qui est le financeur de ce dispositif. Alors, pour finir, je vous propose qu'on aborde encore quelques pistes de financement pour un parcours de formation. Alors, on peut effectivement s'intéresser au dispositif PUR, qui signifie prévention usure professionnelle. Le dispositif PUR, il renvoie effectivement au public qui dispose d'un compte professionnel de prévention qu'on évoquait tout à l'heure, ce compte qui s'alimente avec des points de pénibilité en lien effectivement avec les pénibilités, les facteurs de risque auxquels on est exposé dans le cadre de son emploi. Donc, il faut savoir que ces points de pénibilité, ils peuvent servir dans plusieurs objectifs, soit permettre la baisse du temps de travail avec un maintien de salaire voilà, pour les personnes qui sont concernées, soit un départ à la retraite qui pourrait être un peu anticipé, avec la possibilité effectivement d'acquérir des trimestres supplémentaires avec ces points de pénibilité, ou encore, dernier cas de figure, et c'est celui qui nous intéresse particulièrement, celui de permettre le financement d'une action de formation qui mènerait à un métier avec une absence de facteurs de pénibilité, ou en tout cas moins de facteurs de pénibilité que dans le cadre du métier que l'on exerce à aujourd'hui. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, un point vaut 500 €. Voilà, le compteur finalement dont vous disposez de points, il est repérable sur le compte professionnel de prévention. Autre option de financement qui s'adresse cette fois aux indépendants, aux chefs d'entreprise, aux auto-entrepreneurs, aux commerçants, aux artisans,
les professions libérales, c'est le financement via le FAF. Alors, le FAF, Fonds d'assurance formation, qui va permettre effectivement à des indépendants qui auraient un projet de formation de pouvoir bénéficier d'un appui financier pour l'accès au parcours repéré. Donc, on l'a dit tout à l'heure, les indépendants disposent eux aussi d'un compte personnel de formation, mais dans l'hypothèse où le CPF n'était pas suffisamment alimenté pour permettre le financement de l'action visée, il est possible donc de solliciter le FAF auquel vous êtes rattaché pour permettre le financement de cette action de formation. Vous pouvez bien sûr être aiguillé dans le repérage du FAF auquel vous êtes rattaché et aiguillé dans un choix de formation dans le cadre de l'accompagnement conseil en évolution professionnelle. Alors, autre option à connaître, et là, cette fois, pour les personnes qui changeraient de statut, qui iraient vers le statut de demandeur d'emploi, c'est l'aide individuelle à la formation. Donc, l'AIF, qui est une aide au financement d'un parcours de formation qui est proposée par France Travail, qui permet de prendre en charge les frais pédagogiques d'un parcours de formation. Formation qui serait d'une durée comprise entre 1 et 3 ans maximum et qui peut s'envisager soit en présentiel, soit en distanciel. Voilà, les deux sont possibles. Donc, ça s'adresse à des demandeurs d'emploi qui auraient en effet donc soit cette possibilité de financer partiellement le coût du parcours de formation. Le CPF est insuffisant pour financer la totalité. On peut solliciter un AIF auprès de France Travail et se voir abonder son compte personnel de formation. Ça peut s'adresser aussi à des personnes qui n'auraient pas de CPF, qui n'auraient pas de droit acquis au CPF et qui pourraient solliciter un AIF pour l'ensemble du coût du parcours qui est visé. Enfin, dernière piste de réflexion autour des stratégies de financement, le FNE Formation. Alors, qui est un dispositif de financement de formation qui est en appui aux mutations économiques. Donc, ça s'adresse à des salariés qui sont en activité, effectivement, dans une entreprise qui exerce une activité économique avec finalement des financements qui vont être plutôt concentrés sur un certain nombre d'axes prioritaires qui peuvent être des formations en lien avec la transition écologique, la transition numérique, la transition agricole, alimentaire, la transition démographique ou encore l'accompagnement de grands événements. Il y a eu des personnes, notamment à l'occasion des JO, qui se sont formées, qui se sont qualifiées dans les métiers du sport. Voilà, le financeur pour le FNE, effectivement, va être là encore l'opérateur de compétences. Voilà, je pense avoir fait le tour des différents dispositifs qui étaient intéressants à vous présenter pour vous permettre d'entamer une réflexion sur les solutions possibles. Je vais laisser Marion maintenant vous présenter plus en détail le conseil en évolution professionnelle qui est donc proposé pour vous accompagner dans l'étude des options de financement qui seraient les plus appropriées à votre projet et à votre situation. Effectivement, merci Marguerite, ça a beaucoup réagi dans le chat. J'ai essayé de répondre à des questions. On a eu des experts aussi qui ont été présents. Juste pour faire la conclusion et le final, aujourd'hui, donc, cette semaine de l'évolution professionnelle est proposée donc, par le réseau Avenir Actif et la PEC également, qui sont tous deux opérateurs du conseil en évolution pro. Alors, le conseil en évolution pro, c'est quoi? Et Marguerite, je te laisse passer la slide. C'est toi qui as la main sur
Voilà, le dispositif conseil en évolution pro, c'est un dispositif gratuit, confidentiel. C'est un service public, hein, donc vous avez parfaitement le droit de mobiliser un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Il sera forcément personnalisé en fonction de votre besoin. Nous ne sommes pas là pour vous inciter à faire tel dispositif, mais bien à vous donner un éclairage sur les acteurs et les dispositifs qui sont mobilisables, les financements notamment qu'on a vus aujourd'hui. Est-ce que je suis éligible? Comment je peux monter ce dossier? Eh bien, tout ça, vous pouvez poser vos questions à un conseiller en évolution professionnelle proche de chez vous, hein, puisque que ce soit APEC et Avenir Actif, vous avez des agences de proximité en fonction de votre lieu d'habitation ou votre lieu de travail. Vous avez donc un site qui est moncep.org qui est entièrement dédié au répertoire et à la prise de contact avec le CEP qui vous concerne. Je vous l'ai dit, donc Avenir Actif, nous, on va accompagner les salariés, les indépendants dans tous leurs projets d'évolution professionnelle. L'APEC, en association aujourd'hui avec nous, va accompagner les publics sous statut cadre et les jeunes diplômés également. Vous avez d'autres opérateurs qu'on a vu un peu en filigrane là durant cette présentation. On a parlé de France Travail qui va accompagner les demandeurs d'emploi et peut-être que c'est le cas pour vous derrière votre caméra. Si vous avez un projet de formation, de financement, on vous invite à toquer à la porte de France Travail. Cap Emploi et Mission Locale sont deux autres opérateurs également en fonction de votre situation. Hein. Si vous êtes peut-être en situation de handicap, vous pouvez éventuellement solliciter le Cap Emploi ou pour les jeunes de moins de 26, la mission locale de votre secteur. Quel est l'objectif donc du conseil en évolution professionnelle? Alors, on a vu une thématique aujourd'hui qui est « j'ai besoin de financer une formation, quels sont les dispositifs qui existent, comment je peux mobiliser tel ou tel dispositif ?» Effectivement, ça fait partie des compétences sur lesquelles votre conseiller en évolution pro peut vous accompagner, mais vous en avez plein d'autres. Grosso modo, le conseil en évolution pro, c'est toute question en lien avec votre parcours, votre projet professionnel. J'ai besoin de trouver un organisme de formation. Tout à l'heure, nous avions quelqu'un dans le chat qui témoignait en disant bah voilà, je m'interroge avant de m'engager dans un bilan de compétences. Est-ce que c'est bien le moment et comment je le finance? Comment je choisis mon consultant? Quels sont les dispositifs? Donc, bilan de compétences, VAE, je veux créer mon entreprise. Enfin, vous voyez, vous avez peut-être pléthore de questions derrière la caméra autour de votre évolution professionnelle. Eh bien, vous pouvez parfaitement mobiliser l'expertise d'un conseiller en évolution pro pour vous apporter un éclairage, encore une fois, sur les acteurs et les dispositifs à votre main. Merci. Comment le mobiliser? Donc, je l'ai dit, un site dédié, je vous l'ai mis dans le chat, un site à retenir, mon-cep.org. C'est le site où vous allez retrouver tous les contacts, peu importe que vous soyez ici en Hauts-de-France, puisqu'avec Marguerite, nous sommes en Hauts-de-France, mais que vous soyez ailleurs en France, voire en Outre-mer, puisqu'il y a peut-être des personnes qui nous voient de loin aujourd'hui, eh bien, ce site va référencer vraiment tous les moyens de prendre contact avec votre conseiller en évolution pro. Vous aurez la possibilité de prendre un premier rendez-vous avec votre conseiller. Et par la suite, c'est vous qui allez décliner avec votre conseiller, qui allez co-construire avec votre conseiller votre accompagnement. C'est un rendez-vous parce que vous avez une question, c'est un accompagnement parce que vous avez besoin de plus d'accompagnement. C'est vous qui allez toujours le co-construire avec votre conseiller. De manière principale en individuel, mais aussi avec des possibilités d'ateliers collectifs, peu importe que vous soyez accompagné par Avenir Actif ou avec l'APEC. Vous avez ici un petit visuel donc, de moncep.org dont je vous ai parlé. Est-ce qu'on en a terminé aujourd'hui avec ce webinaire? Désolée pour les petits soucis de connexion et les aléas du démarrage. Ça fait partie du direct. On est en direct avec vous aujourd'hui. Donc, désolée pour ce petit temps, effectivement, de déconnexion, reconnexion. On espère, et en tout cas, le chat est plutôt unanime sur le sujet, on espère avoir été claire et complète malgré ces petits dysfonctionnements de démarrage.
Si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires, il ne faudra surtout pas hésiter à aller voir le replay qui sera disponible alors à l'issue des semaines de l'évolution professionnelle sur la chaîne YouTube dédiée aux semaines de l'évolution pro, et je vous ai mis le lien dans le chat. Pas de PowerPoint diffusé à l'issue de ce webinaire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez suivre à nouveau. Il sera de nouveau animé par d'autres personnes, ce webinaire, le 16 octobre après-midi. Donc, n'hésitez pas. Puis, si vous avez des questions par rapport à un dispositif, les dispositifs de reconversion, notamment PTP, démission, reconversion, il y a aussi d'autres webinaires qui sont consacrés à ces thématiques durant ces 2 semaines à venir. Un grand merci à tous pour votre participation et à très vite, peut-être autour d'autres événements en lien avec les semaines de l'évolution pro. Bonne journée à tous. Au revoir.